Bonjour à tous. Comme ça vient d'être dit, je viens vous présenter des attaques qu'on a menées sur les chaînes d'approvisionnement de tout ce qui est système de build Linux, enfin en tout cas de certaines distributions. Simple présentation, je suis Julien Slamovitz, le président de Fenris, qui est une société de pentest et de sécurité offensive. Donc nous, on touche à peu près à tout ce qui ressemble à un comportement d'attaquant pour nos clients. Voilà. Cette présentation, en fait, elle date de 2025. Donc j'en profite pour remercier Nicolas et Hervé de nous avoir invités. J'aime à dire que cette présentation, elle a été faite, enfin, ces travaux ont été menés un an, peut-être trop tôt, avant que tout le monde commence à parler de chaîne d'approvisionnement. Et donc, les deux personnes qui ne peuvent pas être là aujourd'hui, c'est Thomas Chauchefoin, qui travaille comme Senior Security Engineer chez Trail of Bits, et Maxime Rinaudot, qui fait partie aussi de mon équipe et qui est mon associé chez Fenrisk. Donc, les attaques supply chain, et donc en chaîne d'approvisionnement, je vais essayer d'être le plus franco-français pour ceux à qui ça importe. Donc, du coup, je vais quand même abréger avec supply chain. Euh, Grosso modo, on part du constat que maintenant, quand on attaque une entité, ça devient de plus en plus difficile de franchir les premières barrières périmétriques. Il y a beaucoup de sociétés qui réduisent leur surface d'attaque. Et donc, parfois, on va essayer d'exploiter la relation de confiance préexistante qu'ils vont avoir avec des fournisseurs. Euh, le but du jeu, ça va être de se concentrer sur le processus de livraison d'un composant quelconque qui est utilisé par une entité et essayer justement de le verrouiller pour pouvoir pénétrer l'entité. En fait, c'est basiquement ce qu'on appellerait un cheval de Troie, même si ça n'a pas tout à fait la même signification. Ça permet plusieurs choses. Ça permet de rentrer plus profondément dans une entité et ça permet de contourner toutes les défenses périmétriques. Donc, comme je disais, le but du jeu, ça va être d'exploiter la confiance. Il y a plusieurs types de supply chain. Euh, à partir d'un élément donné qui va rentrer dans l'entité, on va pouvoir altérer soit le processus de fabrication, soit le processus de livraison, soit le processus de conception, soit le processus matériel. Alors, on a des exemples récents sur à peu près tout. Si on parle de la fabrication, on va en parler un petit peu. Si on parle de conception, on va passer par exemple à LibXZ, qui avait pour but d'insérer une porte dérobée dans SSH. Matériel, on peut imaginer tout ce qui s'est passé avec les beepers, là, les pagers, etc. Voilà, il y en a toute une foultitude et il n'y a plus qu'à les imaginer en fait. Hop. Alors, le but du jeu ici dans notre présentation, ça va être d'insérer du code malicieux dans un produit existant ou de le remplacer complètement. La victime, on a statué qu'elle dépendait d'un logiciel et qu'elle récupère le code ou le binaire. Une fois qu'on a réussi à compromettre et à infecter les paquets qu'elle récupère, on compromet l'infrastructure de la victime. Ça a été, les attaques supply chain, ça a été noté comme l'une des 7 menaces principales selon l'ENISA en 2024. On voit qu'ils ne s'étaient pas trompés. Et je fais un petit disclaimer parce qu'il y a beaucoup d'articles qui, dans la presse, font état d'attaques supply chain entre guillemets basiques. Par exemple, le typo squatting de paquets, par exemple NPM, Python, etc. Ça va un petit peu plus loin que ça et on peut mener des attaques un petit peu plus sophistiquées et un petit peu plus, d'un point de vue d'un attaquant, plus rigolotes. Hop. On a quand même pas mal d'exemples jusqu'à récemment, notamment sur toutes les attaques qui vont être menées à l'encontre de distribution. On a les miroirs de Gentoo qui ont été compromis il y a quelques années. En 2011, on avait kernel.org qui avait été compromis parce qu'il y avait des administrateurs qui stockaient des choses sur un serveur perso. Linux Mint, en 2016, un attaquant avait compromis le blog et le forum et avait remplacé les ISO qui étaient téléchargés par les utilisateurs. Git.php.net en 2021, 2 fois, mais ce n'est pas très documenté. Et ensuite, on a d'autres exemples comme SolarWind et Kaseya en 2020 et 2021. Il y a, en comparaison, assez peu de recherches publiques qui sont publiées. Je vous en ai mis pas mal de références et je partagerai la présentation à l'issue si vous voulez, entre guillemets, faire l'histoire des attaques supply chain. Plus récemment, on a eu du coup le cas de LibXZ, qui est assez intéressant et qui est un peu le point de départ de nos recherches.
Donc on a Jiatan, un acteur malveillant, qui a travaillé 3 ans pour gagner la confiance de l'écosystème libre et des mainteneurs de l'IBXZ. Et au bout d'un moment, le mainteneur principal s'en va, il se retrouve tout seul sur une lib qui est, entre guillemets, fondamentale pour un certain nombre de paquets sur Linux. Il y ajoute, au cours des 3 ans, une porte dérobée de manière assez élégante et assez discrète, et c'est détecté sur un coup de bol. Donc on voit qu'il a il a attaqué et compromis un package avec une efficacité spectaculaire, parce que si vous compromettez SSH dans l'environnement Linux, en fait, grosso modo, vous êtes à peu près partout, et vous auriez pu aussi vous en servir pour, par exemple, aller générer d'autres attaques supply chain sur d'autres écosystèmes. C'est-à-dire qu'on aurait pu aller compromettre à peu près n'importe quel système de build, système de distribution Linux, ou peu importe, n'importe quelle boîte qui fait du logiciel. À un moment ou à un autre, il doit y avoir un Linux qui traîne avec un SSH exposé. Voilà, on s'est dit 3 ans et plus si affinité, c'est quand même long pour mener ce type d'attaque. Nous, on n'a pas ce temps-là chez Fenrisk. Donc on s'est demandé, à l'échelle d'une distribution Linux, qu'est-ce que c'est la surface exposée? Alors, une chaîne d'outils, les chaînes de build Linux, c'est toute une chaîne d'outils qui diffère d'une distribution à une autre. Mais ça suit globalement toujours à peu près la même structure. C'est-à-dire que au début, vous avez tout le système d'upstream. Donc ça va être, on va récupérer les sources, les mainteneurs vont déposer les sources, etc. On a le système de packaging qui sert, par exemple, quand vous êtes Gentoo, quand vous êtes Fedora, quand vous êtes Debian, à intégrer le mieux possible les paquets avec votre distribution, à intégrer, par exemple, dans le cas de Red Hat, etc., des patchs de sécurité spécifiques à certains paquets, etc., etc. Ensuite, vous avez le système de build. C'est le moment où on passe de source à un paquet utilisable. Et ensuite, vous avez la signature. OK. Les sources qui sont utilisées par les distributions Linux, elles sont diverses et variées. Ça peut être des Git, il y en a certains qui utilisent des SVN, il y en a certains qui utilisent des Mercurial, et il y en a certains qui qui déposent les sources comme des sauvages, et ça existe aussi. Bref, donc du coup, ça demande aux outils de cette chaîne d'approvisionnement et de construction de paquets d'être, on va dire, agile et un peu élastique. Au niveau des différentes distributions Linux, on a aussi plusieurs philosophies. C'est-à-dire qu'on n'attaque pas, par exemple, Red Hat que Fedora de la même manière, parce qu'ils ne sont pas ouverts sur l'écosystème libre de la même façon. Donc voilà. Le boulot à part pour certaines distributions, il est toujours principalement bénévole et donc du coup relativement ouvert. Alors, reprenons notre schéma, on va voir où est-ce qu'on peut commencer à travailler pour chercher des vulnérabilités là-dedans. On a vu que l'upstream, c'est très long parce que le code est revu, il y a probablement des équipes qui sont déjà sur le sujet, sur les bibliothèques qui sont les plus utilisées. Et donc, du coup, ça prend pas mal de temps. C'est trop long, trop fastidieux. Donc, du coup, on a écarté la piste tout de suite. Les systèmes de packaging, c'est assez rigolo parce que ça nous permet de compromettre le système de versionnement et d'arriver à un moment où on est dans une zone d'ombre avant la création du package. Donc ça reste intéressant. Ensuite, vous avez la chaîne de construction, donc la chaîne de build qui passe des sources directement au paquet final. Et ça peut être intéressant aussi. Et ensuite, vous avez le mécanisme de signature. Une fois que le paquet est signé, il est inaltérable, non modifiable, parce que la signature apporte une garantie cryptographique dessus. Et donc, du coup, on ne peut plus intervenir. Donc, on a juste une toute petite fenêtre, enfin, une toute petite, on a la moitié du process comme fenêtre pour pouvoir intervenir. Hop. La méthodologie, je fais juste un point rapide. Le but du jeu, c'était d'identifier des points faibles dans l'infrastructure sur les 2 phases que je vous ai décrites juste avant. Entre guillemets, les critères qu'on s'était définis, c'était qu'il fallait que ce soit développé maison, non audité ou peu audité, open source, et c'est à peu près tout. Ça nous permet d'être entre guillemets un peu plus rapide à tester, et c'est plus facile aussi de le tester parce qu'on peut par exemple le déployer chez soi dans un Docker, etc. Et donc du coup,
on peut bidouiller un petit peu plus facilement. Il faut que ces applications également, elles soient plus ou moins self-service et qu'elles soient exposées entre guillemets au public. Pas besoin de montrer patte blanche pendant des mois, etc. Et de faire le dos rond comme on a vu tout à l'heure pour l'IBXZ. Voilà, un truc en self-service sur lequel on peut tout de suite faire des paquets Linux, ça nous va très bien. Et il faut également que cette application, l'application cible rêvée, elle stocke le code avant la signature. Donc soit le code, soit les artefacts, soit les paquets avant la signature. Une fois qu'on a statué que après la signature, c'était trop tard. Euh, il faut bien noter que les travaux qui ont été réalisés ici, ils n'ont pas du tout une vocation d'exhaustivité. Le but du jeu, c'était de trouver ce qu'on appelle du quick and dirty. C'est un gros bug avec un fort impact, comme on le ferait par exemple en Red Team chez un client. Le but du jeu, c'est de rentrer tout droit et on ne se pose pas la question de savoir s'il y avait d'autres vulnérabilités à côté. Donc voilà. Et ce genre de projet, alors c'est un peu coupé en bas, pardon, ce genre de projet, il fournit, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont besoin d'être agiles pour pouvoir prendre en compte tous les cas de figure. Et donc, du coup, ils offrent plein de fonctionnalités sympas du point de vue d'un attaquant. Donc, ils font des requêtes externes. Ils utilisent de manière intensive tous les outils de versionnement, donc Git, Mercurial, SVN, etc. Et ils manipulent constamment des archives, parce qu'à la fin, quand vous récupérez votre paquet, c'est une archive généralement signée. Et donc, ils utilisent zip, tar et compagnie. Et ça, c'est plein de points qui, nous, d'un point de vue d'attaquant, nous amusent bien. Donc, on a statué qu'ils utilisaient pas mal de commandes externes. Et une des vulnérabilités qui est omniprésente lorsqu'on joue avec des commandes externes, c'est pas l'injection de commandes, c'est l'injection d'arguments. Alors, tout le monde connaît l'injection de commandes et un peu moins l'injection d'arguments. L'injection d'arguments, elle se produit quand vous avez juste la possibilité de rajouter des flags et des options à une commande existante, mais vous n'allez pas pouvoir, par exemple, vous extraire et lancer un shell à côté. Donc, du coup, vous n'avez pas de sortie de contexte, vous ne pouvez pas, par exemple, lancer cat etc pass wd comme vous voulez. Dans la base de CVE, il y en a un tout petit peu plus que 200 à l'époque où cette presse a été rédigée. Ce qui fait, en fait, dans le grand tout du cosmos, ça fait quand même assez peu pour une classe de vulnérabilité comme ça. Il faut savoir qu'il y a un peu plus d'un dixième de ces, de ces 200 vulnérabilités qui ont été remontées par Thomas qui a mené avec nous ces travaux. Donc, en fait, c'est assez peu cherché comme classe de vulnérabilité. Un petit point sur les injections d'arguments. Une fois que vous avez réussi à injecter un argument dans une commande, il faut que le binaire qui est appelé à l'origine vous offre des possibilités un petit peu évoluées. C'est-à-dire que si vous injectez l'argument, par exemple, "-help", ça risque de ne pas vous mener très 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 loin. En revanche, on a souvent, par exemple, des "-output", "-input", ce genre de choses. Et donc, du coup, on a souvent des primitives de lecture et d'écriture selon les binaires qui sont appelés. Donc, c'est ce qu'on va voir juste après. On va commencer par le cas de Fedora. Donc, du coup, on a ciblé le logiciel Pagure. Un petit point sur Fedora, c'est l'une des distributions les plus populaires. Ça sert de source pour CentOS Feu CentOS et RHEL, donc Red Hat Enterprise Linux. Asahi Linux est distribué comme un fork, un remix de Fedora. C'est un des templates par défaut de CubeOS et sur Docker Hub, le Docker nature de Fedora, c'est plus de 100 millions de téléchargements. Les sources de paquets sont hébergées directement sur leur propre forge. Donc, c'est-à-dire qu'ils récupèrent et ils prennent à leur compte l'hébergement des paquets. Sur celui de Fedora, vous avez environ 41 000 dépôts, et sur celui de CentOS, vous avez environ 10 000 dépôts. J'ai arrondi parce que ça a dû évoluer un petit peu depuis lors. On va voir qu'on a réussi à obtenir quelques exécutions de code à distance et dont une avec une injection d'arguments que je vais présenter. Donc, ce que vous voyez à droite, par exemple, enfin, du coup, pour vous, c'est à droite, ça va être tout l'écosystème qui tourne autour de Fedora. Donc, en fait, on le verra en conclusion, mais finalement, dans ce type de recherche, le plus long, c'est de se documenter sur l'écosystème d'une entreprise et d'une entité,
pour pouvoir déterminer les bons points dans lesquels venir s'insérer. Donc vous voyez que Fedora ouvre pas mal de logiciels sur l'extérieur, et donc il fallait trouver celui qui était intéressant. Alors, Pagure, je vous fais sa présentation un petit peu rapidement. C'est une interface web. On peut soit s'authentifier avec des comptes, soit en SSO, et c'est l'équivalent d'un petit GitHub, GitLab. Euh, Ça utilise de manière assez importante SSH, on va le revoir après. Et les utilisateurs, quand ils se connectent en SSH, par exemple, ils sont authentifiés avec l'utilisateur Git. On verra que ça aura son importance plus tard. Et en fait, quand vous vous connectez à Pagure, j'y reviendrai aussi après, il y a un petit binaire qui est lancé qui s'appelle, enfin un petit script Python qui s'appelle KeyHelper, qui sert à vérifier si vous disposez effectivement d'un utilisateur sur Pagure. Et ça vous donne donc du coup les autorisations pour le dépôt que vous demandez. Côté stockage, il y a du Postgre, du Redis, etc. Bref, ça ne va pas trop nous intéresser dans ce contexte-là. Sur Pagure, il faut voir que ces recherches-là, au bout de quelques heures, on a déjà 4 jolis bugs qui vont nous permettre d'obtenir de diverses primitives, dont une injection d'arguments dans pagurerepo.log. On va voir, c'est celle que je vais présenter aujourd'hui. La finalité de cette vulnérabilité-là, c'est la possibilité d'altérer les sources des paquets, les patchs, etc. Il n'y a pas de contrôle d'intégrité qui est possible sur les sources, parce qu'elles sont stockées directement en local, et si on les modifie au moment au moment du build, il n'y a pas de possibilité de le voir. Il n'y a pas de signature de code pour tout ce qui va être patch, correctif de sécurité ou correctif d'intégration. Et c'est déclenché avant la construction du paquet. Et surtout, c'est déclenché avant sa signature avec la clé de la distribution. OK ? La clé de publication. Donc, on va parler de l'injection d'arguments, donc du coup de la CVE 2024-47-516. Elle a été identifiée principalement par une revue de code manuelle, à l'heure où aujourd'hui tout le monde parle d'IA, etc. Et elle permet d'obtenir une exécution de code à distance sur l'instance de Pagure. Grosso modo, quand dans Pagure vous affichez l'historique d'un fichier, ça produit un appel au binaire de Git. Bon, c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais c'est comme ça que c'est fait. Grosso modo, quand vous allez afficher l'historique d'un fichier, vous avez ça, vous avez le paramètre identifieur qui est récupéré, et tout ça est envoyé à pagurerepo.log avec sans aucun nettoyage possible, enfin pas possible, mais sans aucun nettoyage en tout cas qui a été fait. Ça l'envoie dans la variable fromRef. Donc on ne va pas s'attarder trop là-dessus. On va tout de suite voir ce qui se passe dans la méthode log. Et on voit que ici, on construit. Alors, est-ce que le pointeur fonctionne? Non, pas du tout. On voit qu'ici, on construit du coup une commande système gitlog. Et en fonction des options qui y sont passées, on va les rajouter gentiment dans la ligne de commande. Donc voilà. Et ensuite, on termine par un double tiret et on rajoute la cible, c'est-à-dire le nom du fichier. Et ensuite, on a un return à run command. Run command, hein, sans surprise, ça fait un subprocess et ça exécute notre commande. Ok, donc on voit qu'ici l'injection d'arguments elle est assez rigolote. On n'a pas de shell à proprement parler, donc comme je le disais, on ne va pas pouvoir s'échapper du contexte de la commande pour pouvoir aller faire cat etc passwd, ça ne marchera pas. Alors, si on récapitule, on a git log avec 2 arguments qui sont mis par le logiciel. Et ensuite, on a une petite fenêtre pour pouvoir insérer, nous, un argument dans la commande de Git. Ce qu'on va faire, c'est par exemple qu'on va essayer d'aller chercher une primitive d'écriture. Donc, typiquement, gitlog supporte un paramètre qui s'appelle output et qui va aller écrire le résultat du gitlog dans un fichier. Grosso modo, ça donne ça. Si je vais en haut, vous avez l'URL. Si je vais mettre identifieur égale --output tmp foobar, j'ai bien l'écriture d'un fichier tmp foobar qui contient le contenu de mon gitlog. Donc ça, c'est intéressant. On a gagné déjà une primitive d'écriture. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, comme je vous disais tout à l'heure, quand vous vous connectez en SSH avec votre clé pour pouvoir aller faire des opérations avec Git,
sur Pagure, en fait, vous vous connectez en tant que l'utilisateur Git et en fonction de la clé que vous lui avez soumise, il y a un petit script Python qui va vous dispatcher vers votre utilisateur. En fait, ce script Python, il est lancé avec le bash de l'utilisateur Git. Et en fait, si on s'amuse à aller écraser le bash RC de l'utilisateur Git qui est utilisé, la moindre connexion va déclencher du coup un appel à notre commande. Donc, grosso modo, le but du jeu, c'est d'aller écraser le bash RC de l'utilisateur Git. Le short ID qui est dans le Git log, on ne peut pas s'en séparer, mais c'est pas grave. En pire, ça fera une erreur de commande. On va mettre deux pipes pour dire que peu importe le résultat de la première commande, on va lancer la seconde. Et derrière, dans le message de commit, on va faire un appel à bin bash. Et normalement, si ça fonctionne, derrière, vous avez directement, en essayant de vous connecter en SSH, au lieu d'appeler le binaire Python, enfin le script Python dont je vous parlais, et ben, vous récupérez un shell à la place. Je vous le montrerai en démo si on a un peu de temps à la fin. Au niveau du processus de remontée, la prise en compte a été on ne peut plus efficace. Ça a été remonté le 25 avril sur Bugzilla et corrigé, poussé en prod 3 heures plus tard. Donc à l'heure où on nous dit la variable entre les attaquants et les défenseurs est de plus en plus longue, là on a été vraiment sur des champions. On a eu une communication continue avec les équipes de Fedora pour pouvoir review les correctifs et s'assurer qu'ils faisaient effectivement ce qu'ils disaient faire. Et c'était la première évolution sur Pagure depuis belle lurette. C'était quelque chose qui bougeait assez peu. Et donc, du coup, voilà, ça leur a permis de remettre le pied à l'étrier. Il faut voir que la correction qui a été faite sur ce bug en particulier ne résout pas la racine du problème. C'est-à-dire que, par exemple, dans Pagure et dans d'autres logiciels du même genre, il y a de nombreux appels à Git et à d'autres commandes système au lieu d'utiliser les bibliothèques qui ont été prévues pour ça. Donc, il n'est pas complètement bête de dire qu'il pourrait y en avoir d'autres. Voilà. On va passer, et j'ai mis les démos à la fin au cas où, on est encore un peu de temps. On va parler un petit peu d'Open Build Service. Donc Open Build Service, ça va être plutôt du côté OpenSUSE, mais on va voir que ça ne concerne pas que OpenSUSE. C'est la plateforme de paquets, de gestion des paquets qui est développée en interne par OpenSUSE et elle fournit aux utilisateurs en gros un écosystème tout en un pour venir déposer leurs sources, construire les paquets et ensuite et récupérer les paquets. Je vais abréger par OBS. Donc ça fournit le support pour les formats d'impactage de pas mal de distributions. Si vous êtes sur Debian, ça aurait supporté Debian. Si vous êtes sur d'autres types de distrib, ça peut supporter d'autres types d'empactage. OBS est utilisé par OpenSUSE et tout un tas de distributions connexes, c'est-à-dire on en a compté 21 et c'est ce qu'on a trouvé en déclaratif. Il peut y en avoir plus et c'est utilisé aussi par d'autres projets ou d'autres sociétés qui sont importantes. Typiquement, on a trouvé Intel, Dell, VLC, etc., qui font l'utilisation de OBS. Donc, dans le cas d'OpenSUSE, l'instance d'OBS, elle est hébergée publiquement sur Internet. On compte environ 140 000 paquets et environ 30 000 utilisateurs dessus. Donc, ça fait quand même un peu de monde. Comment ça se présente? Je vous fais la présentation rapidement du suspect comme tout à l'heure. C'est grosso modo une application Ruby on Rails et ça fournit pas mal de fonctionnalités intéressantes. On a l'authentification des utilisateurs, bien sûr, la création de paquets, donc comme si je créais un projet pour pouvoir commencer mon empaquetage. Le téléversement des sources et des recettes pour commencer la cuisine des paquets. La récupération indirecte des sources, donc je peux utiliser soit Git, soit wget pour dire au système d'aller chercher mes sources là où elles se trouvent. Ça manipule effectivement, comme je le disais, pas mal d'archives pour pouvoir mener à bien son boulot. Et à la fin, ça construit les paquets et ça vous donne un paquet construit. OK. Comment ça fonctionne à l'intérieur dans les entrailles de ce projet-là? Grosso modo, les utilisateurs modifient les sources depuis l'API ou l'application web. Donc ils disent
ma recette, maintenant, ça va être ce fichier-là. Donc, on peut uploader un fichier, on peut utiliser l'API ou l'application web, peu importe, c'est pas très, très grave. Quand il y a un fichier qui bouge, l'ordonnanceur détecte le changement et déclenche une nouvelle instance de construction du paquet. Il y a un système qui s'appelle le dispatcher derrière, qu'on va appeler le répartiteur pour être franco-français, qui sélectionne un agent disponible. L'agent crée un environnement de construction, donc l'environnement est vraiment séparé du reste du système. Enfin, séparé, on va voir que c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, il crée un environnement dédié à la construction et à l'instance de construction du paquet en question. Et ensuite, il construit le paquet, il le retourne à l'utilisateur. Voilà, il fait son job et voilà. Encore une fois, on a une injection d'arguments. Comme je vous disais, c'est des projets sur lesquels c'est quand même assez simple de faire une glissade. Donc, on a une injection d'arguments dans download URL. En fait, OBS, quand vous voulez commencer à créer un paquet, il faut que vous lui envoyiez un fichier qui s'appelle underscore service. Et dedans, vous avez la directive download URL. C'est simplement pour lui dire les sources sont à tel endroit, va les chercher. Pour faire ça, si vous lui envoyez par exemple download URL avec une URL en HTTP, il va utiliser wget pour aller chercher la ressource. La commande système de wget, elle est construite à partir des données que vous donnez dans ce fichier XML. Et donc nous, on s'est dit, un peu bête comme chou, on s'est dit qu'est-ce qui se passe si à la place de l'URL, on met foo égale bar. Et ben en fait, ça fonctionne pas parce que wget, il a, alors c'est une surprise, mais wget a besoin d'une URL valide. Donc il nous dit non, c'est pas possible. En revanche, on se rend compte que la directive download URL, elle propose une option download manifest qui, en fait, une fois qu'elle est traduite en interne, elle utilise le paramètre input file de wget, donc -i, vous l'avez à la dernière ligne en bas. Input file, ce que ça fait, c'est qu'au lieu de donner une URL à wget, vous allez lui donner une liste d'URL. Donc on peut l'utiliser. Donc maintenant, on n'a plus besoin de fournir une URL, par exemple, dans download URL. Donc du coup, on va pouvoir lui donner un download manifest donc qui va être transformé en -i avec nos URL. Et on va pouvoir réutiliser le paramètre URL pour effectivement mettre des arguments comme on veut à wget. Donc, on dépose un fichier temp-file, vu qu'on a la possibilité, nous, de déposer des fichiers de source, etc. On va déposer un fichier temp-file qui contient une URL qui pointe vers un fichier arbitraire sur notre serveur web. OK, et le paramètre URL, on va, comme tout à l'heure, essayer de chercher une primitive d'écriture pour pouvoir aller plus loin et obtenir une exécution de code. Alors, en haut, vous avez l'équivalent du fichier underscore service, et en bas, vous avez comment ça a été traduit en wget. Donc, on voit qu'il fait userbin wget, -i, comme je le disais tout à l'heure, il va mettre notre fichier temp-file comme paramètre à -i. Ensuite, il va faire output document et il va essayer d'écrire ça dans tmp-test. En fait, ça fonctionne. Alors, je vous ai fait un joli schéma pour que ce soit bien clair cette partie-là, parce que des fois, c'est un peu obscur. L'attaquant, il se connecte à OBS, il dépose un fichier temp-file dans son package. OK. Ensuite, il va aller déposer le fichier service, qui est celui qu'on a montré tout à l'heure. Le fichier service, il va dire d'utiliser temp-file pour aller récupérer un fichier sur notre serveur à nous. Nous, on va lui répondre le fichier evil file. Et ce qui va se passer, la dernière étape, c'est que OpenBuild Service va l'écrire en local, à peu près là où on va lui spécifier. À partir de là, on a la lecture et l'écriture arbitraire de fichiers. Mais on se rend compte que wget offre aussi une possibilité d'exécution avec l'option use as pass. Alors l'option use as pass, elle est bien, mais elle permet d'appeler un binaire mais sans argument. Donc par exemple, vous pouvez tout à fait appeler userbin id, c'est pas un problème. Par contre, vous ne pourrez pas mettre d'argument derrière. Donc c'est un petit peu limite, sauf si on arrive à déposer un fichier par exemple exécutable. Donc c'est ce qu'on se dit en première intention. Sauf que les fichiers qu'on récupère ou qu'on écrit sur le système, ils ne sont pas exécutables, donc du coup, on ne peut pas les appeler avec useAskPass. L'utilisateur qui s'appelle OBS Service Run, qui est utilisé pour lancer le service, il n'a pas de privilège particulier, donc on ne va pas pouvoir exploiter ça non plus. Donc on se dit qu'on est un peu bloqué. La dernière chance qu'on a trouvée, la dernière idée qu'on a trouvée, c'est de trouver tous les fichiers qu'on va appeler les fichiers RC. Vous savez, tout à l'heure, on a parlé de bash RC, etc.
Donc on va chercher tous les fichiers RC qui peuvent nous aider à obtenir une vraie exécution de commande. Donc on a fait ça un petit peu de manière, enfin, entre guillemets, on va appeler ça à l'ancienne, en allant faire des strings et des greps dans les fichiers. Et on trouve donc du coup le binaire prov. Prov, c'est le gestionnaire de test de Perl. Et il s'avère que prov a une commande exec, enfin un paramètre exec, et qui peut être utilisé pour appeler des tests externes. Et truc chouette, c'est que cette commande exec, elle est appelable depuis un fichier proversé. Donc du coup, on va pouvoir aller écrire un fichier proversé, faire un appel à preuve et voir ce qui se passe. Donc là, je vous ai fait une belle slide arc-en-ciel avec des couleurs pour que vous sachiez à peu près quoi correspond à quoi. Le but du jeu, la première étape, donc du coup, c'est de téléverser un fichier tempfile et un fichier tempfile 2 qui contiennent des URL malveillantes. Alors respectivement, le premier fichier tempfile, il va contenir un proversé qui va nous permettre tout à la fin de faire des trucs un peu malveillants, et le tempfile 2 va contenir un wget-rc. Ensuite, on va déclencher notre injection d'arguments, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, on a wget, on lui fournit le paramètre i vers notre fichier tempfile, et on va aller écrire ce fichier-là dans un proversé. Ensuite, on va faire une deuxième fois l'injection d'arguments. Cette fois-ci, on va aller chercher ce qui se passe dans tempfile 2 et on va écrire un wget-rc. Ensuite, on n'a plus besoin de grand-chose. En fait, typiquement, useAccessPath ne fonctionne pas si vous mettez un "-i". Donc, du coup, c'est pour ça qu'on est passé par un wget-rc. Et donc, du coup, on va faire un wget vers à peu près n'importe quoi. Donc, 127.0.0.1, ça marche. Et on va lui dire de useAccessPath, qui sera contenu dans le wget-rc, vers user-bin-prov. Une fois qu'on avait au tout début écrit un point proversé, prov se lance avec la commande arbitraire qui est contenue dans ce proversé. Donc du coup, ça lance prov, exec, evil command, enfin à peu près ce qu'on veut derrière. Et donc du coup, voilà, on a obtenu l'exécution de code. Le processus de remontée, le bug a été trouvé le 27 juin 2024. Il a été remonté 2 jours plus tard, histoire de voir un petit peu jusqu'où on pouvait aller. Et OpenSUSE nous a répondu le 1er juillet et a release le correctif de sécurité une dizaine de jours plus tard. Donc c'est quand même relativement rapide par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans les écosystèmes. Alors généralement, la métrique, c'est que quand même le libre répond quand même plus vite que les autres. Hop, normalement, je dois pouvoir passer sur une démo. On peut faire celle-là, normalement. Hop, si ça fonctionne. Euh, alors, on voit qu'on se connecte avec avec un utilisateur qui n'a pas de droit spécifique, qui s'appelle unpreviewuser. On va créer notre package. On va lui envoyer des fichiers. On voit que, alors non, pardon. On voit que là, on était sur un package d'admin. Et en fait, ce n'est pas un package auquel nous, on a accès en écriture. OK. Il appartient à OBS Instance Super Admin. OK. On a droit d'aller voir ce package, mais on n'a pas droit de l'éditer. Nous, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va aller créer un nouveau package. Hop. Donc, on voit que ce fichier appartient bien à l'admin. Alors, on va du coup créer un projet qui s'appelle Personal Package. Dedans, comme je vous disais, on a déposé des fichiers qui s'appellent Stage 1, Stage 2, Stage 3. On va lui dire d'aller chercher. Hop, voilà. On va lui dire d'aller chercher le Stage 1 sur notre serveur et on va l'écrire dans un wget-rc. On va lui dire d'aller. On voit à droite qu'il vient effectivement chercher les fichiers. Ensuite, on va lui dire d'aller chercher le proversé. Et ensuite, on va lui fournir un script .sh qu'on va mettre dans TMP. Ce script.sh, c'est ce qui va être appelé à la fin par preuve. OK, on se met en écoute pour avoir notre reverse shell. On repart à zéro. Vu qu'on a écrit notre wget-rc, on a juste à faire un appel à wget sur 127.0.0.1. On voit que l'exécution de code est faite et derrière, on récupère un shell, un reverse shell sur le système. Donc c'est
entre guillemets, assez rapide d'obtenir ça. Euh, Ensuite, on peut aller se balader sur le serveur et aller voir ce qui se passe un petit peu dans les répertoires des autres. Et en fait, comme tous les utilisateurs et tous les paquets sont construits avec euh, le même utilisateur, on va gentiment aller éditer le package de l'administrateur. On pousse sur l'API interne la modification du package. Et si on retourne voir dans notre project admin et qu'on regarde si c'était possible d'aller modifier le package des autres, effectivement, on a pu modifier le package, enfin, un package qui ne nous appartenait pas. En conclusion, en fait, si on le fait dans la vraie vie, grosso modo, on peut aller sur l'OBS de Suze à ce moment-là et, par exemple, éditer SSH, aller éditer, j'en sais rien, GNOME, ou tous les paquets qui sont livrés par défaut avec la distribution, et on est relativement content. Ouais, c'est bon. Ok. Je ne sais pas comment on est en temps. Donc, je vous ferai la deuxième démo si ensuite on a encore un peu de temps. Côté offensif, donc du coup, on va passer aux conclusions un petit peu. Côté offensif, ça semblait entre guillemets presque trop simple. Comme je vous ai dit au début, le plus long finalement dans ces recherches-là, ça a été d'identifier un petit peu comment fonctionnaient les systèmes de build dans les différents écosystèmes des distributions. Quand on voit que XZ, ça a nécessité un effort de 3 ans, probablement avec une équipe et probablement étatique, d'après ce qui se dit ça et là. Ici, on a grosso modo 2 semaines de boulot sans avoir d'organisation particulière. C'est-à-dire que quand on avait 2 heures à mettre dedans en marge d'une mission, ben, on pouvait le faire. Alors, là, j'ai mis pas mal de francisation de termes, mais je vous ai mis les équivalents anglais. Donc, les courtiers en vulnérabilité, donc les vulnerability brokers, ils achètent des exploits pour ce genre de bug. On le voit notamment dans GitLab, alors OBS, c'est à la marge, etc. Mais ça signifie qu'on n'a pas été les seuls à creuser le sujet et que ça intéresse des gens. Donc effectivement, quand on voit que c'est un sujet d'actualité et quand on dit que c'est un sujet d'actualité depuis 2024, effectivement, ça nous donne pas tort. Les injections d'arguments, donc pour en revenir juste sur le côté technique, il y en a à peu près partout. Et ça affecte tous les langages et il n'y a pas de solution simple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites le choix d'utiliser par exemple une exécution à la place d'une bibliothèque qui fait la même chose, typiquement, vous tombez sous le coup de ce genre de vulnérabilité et c'est très rare les binaires où on n'arrive pas à convertir et à obtenir soit une primitive d'écriture, soit une primitive de lecture et encore mieux une injection, enfin une exécution de code. Côté défensif, c'est un petit peu plus en demi-teinte, c'est-à-dire que on s'est quand même beaucoup posé la question de savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir parler de ça et dire quelles sont les solutions, etc. Parce que c'est bien d'arriver en annonçant, en faisant la Cassandre et en annonçant les catastrophes. Et donc, du coup, on s'est quand même beaucoup creusé la tête là-dessus. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que maintenant, quand vous évaluez le niveau de sécurité, par exemple, d'une entité, traditionnellement, depuis 10 ans et depuis 15 ans, 20 ans, on disait que la sécurité d'une infrastructure, blablabla, c'était son maillon le plus faible, grosso modo. Maintenant, en fait, on se rend compte que c'est non seulement le maillon le plus faible, mais aussi des choses dont vous n'avez jamais entendu parler. Donc un RSSI, quand il est en train de se poser la question de où sont mes vulnérabilités, peut-être qu'en fait, elles sont chez un voisin et chez un fournisseur. Et donc, du coup, ça devient très, très compliqué. Donc, nous, on voit 2 solutions. C'est soit se replier sur soi et soit tout faire à la main, que ce soit par exemple la construction de sa distribution Linux ou rebuilder tous les packages qu'on utilise à l'échelle d'une entité pour être sûr qu'il n'y a pas un malin qui est arrivé pour les verrouiller. Et encore, on ne sera pas complètement par balle, mais ça permettra au moins de limiter la casse. Ou alors peut-être contribuer à l'écosystème open source qu'on utilise finalement tous et qu'on est très content d'utiliser,
Et donc, peut-être aller leur filer un coup de pouce pour justement avoir un petit peu de bras et pouvoir avoir un peu plus de retour sur leurs outils. Donc, je parlais un petit peu de repli sur soi. Si on internalise toute l'infrastructure de construction de produits, de distribution ou de logiciels à l'échelle d'une entité, est-ce que c'est viable? Je pense que ça dépend des entités. Il y a des entités qui ont la force pour le faire et il y a des entités qui ne l'ont pas. Donc voilà. Une autre piste d'évolution, ça peut être de centraliser les risques en centralisant les dépendances. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'une entité, par exemple, si à l'heure actuelle, par exemple, il y a un bout de votre réseau, vous avez du Red Hat, et l'autre bout, vous avez du CentOS, et l'autre bout, vous avez du Debian et du Ubuntu, peut-être qu'il va falloir rationaliser tout ça en se disant, au pire des cas, on va choisir un fournisseur à l'échelle de l'entité, que ce soit Red Hat, Ubuntu, peu importe, et on va se concentrer et on va vraiment faire en sorte d'utiliser que cette dépendance-là. C'est-à-dire que si le jour où cette dépendance tombe, tant pis, mais au moins on ne sera pas vulnérable et on ne sera pas. Enfin voilà, c'est de la réduction bête de la surface d'attaque. Et ça va nécessiter, alors moi ça fait plus de 10 ans que je le dis toujours à mes clients qu'il faut cartographier, cartographier, cartographier. On voit que en fait ça nécessite de cartographier, mais pas seulement à l'échelle de l'entité, et d'aller au moins un cran autour de l'entité pour pouvoir identifier ces risques. Les détails complets, si vous les souhaitez, il y a des choses que j'ai abrégées. Vous les avez sur le blog de Fenrisk avec les articles complets. Vous avez aussi, avec Hervé et Nicolas, un super épisode de No Limit Sécu. Et si vous voulez les auteurs initiaux de cette présentation, ils l'ont présenté aussi l'année dernière à Insomniac, dont vous avez le replay ici. Voilà, on est comment niveau temps? Est-ce qu'on a le temps pour une démo ou pas? Ok, je vais vous mettre la deuxième démo. Toc. Elle doit être quelque part par là. Hop. C'est pas terrible avec le truc au-dessus. Ok. On voit à peu près. Ouais. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, quand on se connecte en SSH à Pagure, on utilise le compte Git par défaut et ça nous donne enfin, en gros, ça nous dit non parce qu'on n'a pas le droit de mettre un PTY, donc on n'a pas le droit d'obtenir un shell sur la machine. Ça lance directement le script Python qui va essayer de récupérer notre identité, mais on n'a pas la possibilité effectivement d'aller sur l'instance de Pagure pour exécuter des commandes. Donc, on va éditer notre fichier, on rajoute juste un smiley, et je vous dis dans le commit title, donc le titre du commit, on va mettre pipe bin bash, tout simplement. On va aller voir donc du coup les informations de commit. On va rajouter notre injection d'arguments. Vous l'avez en haut à droite, où on va dire à l'injection d'arguments d'aller écrire la liste du git log dans le bashrc de Git, on se reconnecte en SSH et voilà, c'est plié. On a maintenant un shell complet parce qu'au lieu d'appeler son binaire Python, maintenant dans le bashrc, il va appeler binbash et nous octroyer un PTY. Et voilà, c'est bête comme chou en termes de démo et il n'y a pas d'effet waouh, mais en tout cas, à la fin, on a obtenu à peu près tout ce qu'on voulait. Et on va pouvoir aller commencer à jouer avec les packages des autres utilisateurs comme on pouvait le faire tout à l'heure. Voilà. Au niveau de la présentation, c'est bon. Hop.